Naissant à l'intérieur du crâne et cachées à la vue, les pensées et les impulsions nécessaires à la vie sont continues et infinies. Elles se multiplient et s'entremêlent comme les racines, et comme les racines, elles sont faites d'une tige qui est leur idée centrale, qui se prolonge par un col et par un pivot, puis se divise en racines secondaires et radicules, allant de l'idée centrale aux éléments particuliers qui la constituent, puis aux embranchements et nuances qui achèvent de former le sens. Les racines, c'est la pensée de l'arbre. Ce sont ses organes pensants, son cerveau composé de tissus corticaux, épidermes et poils qui, à l'instar des circonvolutions cérébrales, en étendent la superficie et le mettent en relation et contact avec les éléments de la terre, comme le font les pensées qui nous mettent en relation avec ce qui nous environne, révélant les conditions nécessaires à notre vie et à nos déplacements dans l'espace, déterminant la naissance d'autres pensées qui se superposent aux précédentes, s'appuient sur elles, les contrecarrent, s'y opposent et créent les contradictions nécessaires à l'analyse continue de notre réalité, puis, une fois l'analyse terminée, les abandonnent et se sédimentent dans la mémoire comme des grains de sable. Strate après strate, elles se confondent entre elles, et alors nous viennent des pensées logiques, confuses, chaotiques, érotiques, ascétique, opaque, sublime, laide, évidente, cachée, agressive, illogique, étonnante, bienveillante, profonde, triste, politique, allègre, religieuse, moderne, négative, commune, philosophique, créative, critique, difficile, fugace, généreuse, joviale, facile, improvisée, impure, innovante, insensée, intense, magique, nostalgique, intéressante, neuve, immonde, littéraire, vieille, utile, magnifique, unique, méditée, effrayante, subite, immédiate, lourde, lointaine, rationnelle, étrange, sensée, récurrente, scientifique, altruiste, tranquille, complexe, aussi nombreuse que tous les adjectifs imaginables et inarrêtables comme le mouvement continu de la mer, le courant des fleuves, les flux de l'eau, le bouillonnement du magma terrestre, la lente et continue dérive des continents, les battements de cils des habitants de la terre et les paroles qui à chaque instant s'envolent dans les airs et les battements de cœur de tous les êtres vivants et l'existence continue, permanente et actuelle de la force de gravité à laquelle nous pouvons comparer les pensées simultanées de tous les êtres avec leurs aspects positifs, vitaux et énergiques qui créent les conditions de la naissance des autres vies et les aspects opposés qui interrompent et empêchent l'action et entraînent le repos, la tranquillité, la condition statique nécessaire pour que s'amorce la transformation de la matière soumise au mouvement et aux lois du cosmos qui mêlent les identités, aplanissent les différences entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, entre le crâne et le globe terrestre dont la force de gravité rend similaires les bifurcations, celle de la main comme celle du fleuve, celle des branches et celle des racines qui absorbent l'eau et l'injectent du tronc jusqu'aux feuilles qui contiennent tout le verre des bois. À partir des feuilles, la sève redescend dans l'arbre pour en nourrir toutes les parties reliant la terre au ciel, transportant vers l'air le monde secret des flux terrestres, lesquels ont toujours alimenté chez l'homme des fantasmes effrayés qu'il a exorcisés à travers les masques des fontaines, qui le séparent du monde souterrain, des morts et de ses mystères. Ce mouvement continu est le produit de l'énergie solaire. Il est comme le flux du sang qui parcourt sans fin le corps du tronc au bras jusqu'aux doigts et au cerveau, où les racines de la pensée sont dans un échange permanent avec les substances du corps humain, lui-même semblable au corps de terre qui nourrit la croissance des végétaux et des arbres, via des formes dont la structure ramifiée est encore la même que celle des doigts de la main, laquelle caresse, heurte ou lie la surface, le toucher s'adaptant à la forme de l'objet. Et c'est à travers cette adhérence à la réalité que nous apprenons à voir et créons la convention de regard qui nous permet d'évaluer les distances et de comprendre la nature de la matière
Et plus nous passons de temps à parcourir l'espace et les surfaces par le toucher, meilleures deviennent notre définition et notre compréhension de la réalité. Par la vue et la rapidité du regard, nous parcourons l'espace à la vitesse de la lumière et il est possible de comparer cela à la propagation d'une branche d'arbre qui, telle une projection lumineuse, déploie dans l'espace ses feuilles tendues vers la lumière qu'elles absorbent, créant ainsi une ombre riche en oxygène vital et protectrice, laquelle se répand dans les alvéoles pulmonaires, elles-mêmes semblables à des feuilles, et cette action annule les limites du corps enveloppé par sa peau et ses membranes en créant une osmose analogue à la fécondation, si bien que nous associons la respiration à la naissance. Or, la respiration qui nous accompagne durant toute notre existence est un volume d'air de forme variable, une sculpture continue qui a l'évidence de la vie faite d'air venant envelopper les choses, tout comme en sculpture le plâtre enveloppe le modèle d'argile et crée une sorte de coquille vide appelée à se remplir. Ainsi le souffle s'insinuant dans l'air devient pour un instant une sculpture, comme si elle était en marbre, en bronze ou en argile, matériaux eux aussi destinés à se dissoudre, mais dans un temps plus long, un temps mesuré et imaginé depuis la vie et le corps de l'homme. Les battements de son cœur ayant suggéré les 60 secondes qui composent la minute et les 60 minutes qui composent l'heure, ainsi que tous les 6 présents dans la subdivision des jours de l'année qui nous permet de comprendre le vieillissement de notre corps et l'abstraction du temps mesuré selon la forme de notre existence rythmée par le sifflement de notre respiration semblable au vent qui couche l'herbe des prés, déplace les dunes des déserts et fait trembler les feuilles des arbres, produisant un son semblable à celui de l'eau qui s'écoule, révélant ainsi qu'au fond toute matière est fluide, devient poussiéreuse en se dissolvant ou pierre en se compressant, selon un cycle continu et ininterrompu, au sein duquel la pierre respire, tandis que se sculpte la poussière qui sans fin recouvre les choses, créant ombres et couleurs, mot dont l'étymologie a le sens de couvrir ou cacher à la lumière, tout comme le fait une surface que nous touchons, en y laissant, via une légère trace de gras, le dessin de notre identité. Celui-ci sera bien visible si la surface touchée est un verre transparent perméable à la lumière, mais si le verre est inséré dans un projecteur, la lumière qui vient alors de derrière ne traversera pas la matière opaque de l'empreinte et en créera l'ombre, celle d'un corps solide, projeté dans l'espace que l'homme parcourt en comprimant le sol du fait de son poids qu'il altère et le modifie, suscitant par là même la naissance d'un jardin lequel commence en fait dès qu'il est foulé et qu'un homme s'introduit dans l'espace végétal et minéral, son action se fixant dans la terre où les réalités infimes que son pas rencontre mémorisent sa présence, les arbustes agités par une force autre que celle du vent, les feuilles détachées, les rameaux brisés, les herbes penchées et écrasées, les vies animales minuscules perturbées par les pas, tout témoigne du passage de l'homme et enregistre son parcours. La perception de ces innombrables petits événements, la réflexion, l'observation, l'étonnement qui accompagne les pas de celui qui avance, les yeux rivés au sol et la pensée imprégnée d'une dimension céleste, harmonisent ses sens. Et ainsi, dès ce moment, le souvenir de sa présence se fixe sur les lieux et l'organisation systématique de ce souvenir structuré par la volonté de ritualisation de parcours qui se répète, génère le jardin qui se souvient et qui relance l'étonnement et les sensations que l'action originaire avait provoquées, la merveille des couleurs de la terre et du ciel reflétées sur l'herbe et l'ombre des branches révélant le flux continu des humeurs du sol. Si on lève les yeux vers le ciel, s'y projette, alors les images absorbées par le sol, tandis que les pensées liées à la terre se déposent sur un horizon écrit par les arbres et les arbustes, du fait du travail séculaire de l'homme, l'étendue infinie des brins d'herbe dans un pré couvert de gouttes de rosée nacrée, l'odeur de la mousse et de la poussière, celle des branches et des feuilles brisées par les pas et l'ambiance lumineuse constamment modifiée par les frondaisons, le vol des oiseaux ou des insectes,
Tout cela forme le lit sur lequel repose l'action de la vie, les réseaux qui organisent la communauté végétale du jardin, reflétant ainsi la culture, la société et l'économie qui l'ont générée. Et le microcosme qui se crée autour d'une vie passée tout entière en communion avec un petit espace reflète les secrets, les angoisses et les espoirs, le refus ou l'acceptation de la course du temps reliée au changement continuel de la lumière sur le sol. La genèse du jardin résidant dans le mystère et dans l'ordre de réalité qui nous porte vers la magie de la vie et vers l'étonnement qu'elle entraîne. D'où l'importance de concevoir le jardin comme un lieu ayant une identité propre et délimitée, ce qui crée un retrait. Or, c'est justement là que naissent les valeurs du mystère, du sacré et de l'enchanté, comme c'est à l'intérieur de limites que se concentre l'idée de genius loci, et celle de forces secrètes permettant l'organisation de la vie. De là proviennent les idées et concepts de bois sacrés et de temples de la nature, et c'est pourquoi la traversée d'un jardin est toujours un parcours initiatique, une expérience révélatrice accentuée par la désorientation atavique qui survient lorsque nous pénétrons dans les broussailles ou dans la forêt, en y perdant nos points de repère, l'attention se concentrant sur les détails, les apparitions soudaines et imprévues, sur les sons, sur les raies de lumière et les ombres, initiation perçue seulement par ceux qui sont préparés à l'expérience d'une osmose avec les choses et avec le paysage. Et quand nous entrons dans le labyrinthe d'un jardin, il est facile de se perdre dans les formes, les couleurs, les parfums, les sons de ces différentes terres et de ces eaux. Et il est beau de ne pas s'y retrouver, de laisser tomber tout rapport à une nature humanisée et contrôlée, comme il est beau de se laisser approcher, d'être transporté par ce jardin d'idées qu'est l'art, parce que nous venons à lui attirés par les images. Mais si nous faisons de l'art en étant attirés par la matière, c'est parce que l'art, grâce à la matière, produit un étonnement et un émerveillement semblables à ceux que nous éprouvons face à la nature. Et c'est dans l'action et dans la capacité de la transformer et de la révéler que réside le véritable intérêt d'une œuvre dont l'élan premier nous incite à suivre un parcours allant de l'intuition initiale à une pensée axée sur la compréhension de la réalité et qui, malgré son apparente simplicité, constitue une synthèse et produit l'étonnement le plus grand. Plus les œuvres sont artificiellement compliquées dans leur forme, et plus elles sont chargées d'intentions forcées, moins elles sont efficaces, s'épuisant aussi vite qu'elles nous ont séduits, parce que si une œuvre basée sur le seul attrait peut nous attirer, jamais sa séduction ne dure longtemps. De même, une œuvre basée sur la seule complexité des formes peut nous impressionner, mais risque de devenir lassante et d'ennuyer. Une œuvre basée sur la citation ne peut, quant à elle, être comprise que de ceux qui connaissent l'origine de la citation. Une œuvre basée sur l'ironie ne divertit que ceux qui connaissent le sujet et la motivation de l'ironie elle-même. Une œuvre basée sur la narration oriente celui qui l'observe dans le sens d'un parcours et d'un imaginaire conditionné par l'auteur. Une œuvre qui a des intentions morales ne nous intéresse que dans la mesure où nous les partageons et rattachons ces principes aux conventions sociales qui les ont créés. Une œuvre qui se base sur l'art ou sur des arguments propres à l'histoire de l'art exclut ceux qui ne connaissent pas l'art et devient l'instrument d'une idée politique et d'un pouvoir lié à l'appartenance à une classe sociale et intellectuelle, alors que la valeur et la fonction de l'art sont de reproduire le mystère de la réalité, ce qui nous permet de vivre les mêmes émotions que ceux qui nous ont précédés ou qui nous suivront, et de nous sentir en symbiose comme si nous faisions partie de la matière du monde, étendant la forme de notre corps et le mécanisme de nos pensées à la logique de l'univers, tout comme les pensées produites par les mains qui touchent la matière, en signent la surface, en polissent la forme et la révèlent, mains qui s'immergent dans l'eau et y laissent leur empreinte, comme les mots laissent leur couleur sonore au vent, mains enveloppées par la croissance végétale, mains qui sondent le temps et la forme du bois, mains qui s'adaptent et prennent la forme des choses et des surfaces touchées, mains devenues réceptacles des fluides et ayant comme telles suscité l'invention du vase qui permet de conserver un bien vital et d'en disposer dans le temps, générant ainsi l'idée du capital. Main qui, en touchant, laisse des images involontaires qui ne relèvent pas de la culture,
mais témoignent de la présence de l'homme, empreintes qui, avec les lignes de la peau, dessinent la surface des choses et deviennent un dessin qui se propage dans l'espace comme une onde à la surface de l'eau, qui elle-même s'étend selon un mode proche de la croissance végétale ou de la propagation des sons dans l'air. La toute première pensée est venue des mains et de leur conjonction, et c'est de la racine indo-européenne AR, qui a le sens de joindre et de connecter que dérive l'art, la première image produite par l'homme étant celle de l'empreinte de ses mains, et si l'œuvre ne porte pas trace de leur action, elle se prive d'une valeur qui la rend unique, authentique, non répétable, absolue. Et si nous ne relevons pas la présence de leurs gestes dans l'œuvre, nous fait alors défaut la possibilité de reconnaître l'action de l'individu qui l'a produite et de la rapporter à son existence en dialoguant avec lui. Dès lors, l'œuvre, privée de ses valeurs, se restreint à une simple apparence et à une identification seulement intellectuelle et abstraite qui annule la personne et sa valeur en tant qu'existence singulière, unique et non répétable, et l'enfonce dans l'oubli. Ainsi, lorsqu'on regarde le portrait peint d'un visage, on éprouve une sensation de vie qui n'existe pas lorsqu'on regarde une photographie, qui, quant à elle, fait penser à l'image comme à un document provenant du passé, tandis que la force et l'action du portrait peint nous permettent de nous identifier à la beauté et au mystère de la matière colorée, car la couleur est la magie de la lumière, et elle est au cœur des recherches et des réflexions des philosophes de l'Antiquité, mais aussi de celles des poètes qui, par leur regard, nous ont montré qu'en fait les fleurs étaient des feuilles ayant subi une métamorphose analogue à celle des vertèbres, se transformant chez les hommes en crâne, lequel est fait en grande partie de ce même calcaire que l'on retrouve dans le marbre et dans de nombreuses pierres qui, parce que dures et stables, est aussi depuis toujours le matériau des sculpteurs. C'est cette dureté qui protège le cerveau en se modifiant en fonction de la forme qu'il prend, et démontrant par là combien est relative la définition des caractéristiques des matériaux, comme c'est le cas aussi bien pour une pierre immergée dans une rivière que pour une sculpture en pierre, l'intérêt de reproduire exactement la pierre d'une rivière ne résidant pas dans l'exactitude de la copie, mais dans le processus et dans l'analogie qui existe entre l'action de l'homme et l'action du fleuve, où les heurts entre pierre et pierre sont comme des coups du marteau, le frottement du gravier semblable au travail de la pointe et de la gradine, et le glissement du sable à la surface semblable au polissage, au papier de verre ou à la pierre ponce qui rend la pierre douce au toucher. Ainsi le glissement des doigts sur le velours ou sur la délicate peau féminine, et plus la surface est lisse et ses molécules aplanies, plus elle reflète la lumière, allant presque jusqu'à former un miroir qui annule les limites de la surface et amplifie l'espace visible comme il en allait autrefois avec les miroirs de bronze qui, pour fonctionner, devaient être lustrés en permanence et frottés à la main, laquelle simultanément recouvrait l'image reflétée et la libérait en se plaçant entre la réalité du visage et son illusion, le contact avec le miroir révélant la limite réelle de la surface et l'illusion du reflet, ce qui évoque le conflit entre sculpture et peinture dans lequel c'est la sculpture qui redéfinit les conventions permettant de mieux comprendre la réalité et ses mutations.